Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité nationale et internationale avec nos débatteurs qui décryptent et analysent pour votre plus grand bonheur. Merci de nous écouter à la radio. C'est sur la 89.5 à Conakry environ, cette fréquence qui vous accompagne. À l'AB, c'est nos partenaires de Beta FM qui relaient en direct cette émission. À la télé, vous nous suivez sur Kavi TV, disponible sur les différents bouquets Canal Plus et Star Times, notre application également sur Play Store et notre site d'information qui vous accompagne également, siamainfo.com. Là également, vous pourrez nous écouter ou nous regarder en direct dans cette émission ou sur nos réseaux sociaux. Kavi TV, notre page officielle si vous êtes sur Meta Facebook ou sur Groupe Kavi Média. Là également, vous pourrez suivre cette émission en direct. Au menu de ce matin, en Guinée, les signaux se précisent autour de l'avenir du gouvernement dirigé par Baouri. Une correspondance du ministre secrétaire général du gouvernement relative à la préparation des passations de charges entre ministres sortants et entrants a été transmise à plusieurs membres du gouvernement, pour ne pas dire tous les membres. Un document authentifié dont nous détenons copie. Faut-il y voir les prémices d'un départ du gouvernement ou l'attente d'une décision formelle du chef de l'État? Décryptage et analyse de nos débatteurs, c'est dans un instant. Ensuite, un fait de société qui interroge alors que les autorités guinéennes poursuivent les opérations de déguerpissement des emprises de la voie publique. Des étalagistes et petits commerçants réoccupent progressivement certains espaces à Conakry, une situation qui soulève la question de l'adhésion citoyenne aux réformes engagées par les pouvoirs publics. On en parle également dans cette émission, le scanner. Dans la dernière partie, Donald Trump affirme avoir conçu le cadre d'un futur accord sur le Groenland avec le secrétaire général de l'OTAN. Le président américain a également renoncé à la hausse des droits de douane prévue au 1er février 2026, des déclarations faites à l'issue d'une rencontre à Davos en Suisse avec Mark Rutte, qui assure de son côté que la situation et la question de la souveraineté du Groenland n'a pas été évoquée. Le Groenland, nouvelle convoitise du président Trump, le décryptage avec nos débatteurs dans la dernière partie. Voilà, entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous préférer sur l'ensemble synchronisé de nos médias autour de moi, avec moi les débatteurs de chaque matin. C'est parti pour plus d'une heure de débat. Dina Boukian, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Abdallah. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Bangali Kamara. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par ce premier sujet. On parle de la République de Guinée. Je l'annonçais tantôt, l'avenir du gouvernement dirigé par Baouri suscite de plus en plus d'interrogations. Une correspondance officielle évoque préparation de passation de charges entre ministres sortants et entrants circule au sein de l'exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. Faut-il y voir les signes avant-coureurs d'un remaniement ministériel ou l'attente d'une décision formelle du chef de l'État? Voilà la question que nous nous posons ce matin, et je vais commencer ce tour de table par vous, Mohamed Leba. Il faut le dire que si ce n'est pas... En tout cas, quand même, c'est rare de voir cela après une élection, au sortir d'une élection, de voir des précipitations pour la mise en place d'un nouveau gouvernement dans notre pays. C'est rare. On attend d'abord la démission du gouvernement selon l'habitude que nous avons ici. On attend la démission selon la tradition. Selon la tradition. Selon la tradition, vous savez, si la tradition domine le droit, enfin c'est ça aussi. Il faut le voir. C'est aujourd'hui juridiquement rien
rien n'oblige le gouvernement à démissionner, mais de toutes les façons, nous sortons d'une élection, donc forcément on s'attend à la nomination d'un nouveau gouvernement. C'est une anticipation salutaire, mais ce qui sous-entend beaucoup de choses, enfin, qui cache beaucoup de réalités aujourd'hui, parce que peut-être si cette correspondance est adressée à tous les ministres pour préparer la passation, disons, des charges, ça en dit long par rapport à ce qui est en train, disons, de se tramer comme étant décision à prendre pour la nomination d'un nouveau gouvernement. Alors aujourd'hui, est-ce que nous allons assister à carrément assister à la nomination d'un tout nouveau gouvernement de cette 5e République-là. Je crois bien que la deuxième option, pas à occulter, vu cette correspondance déjà à ces ministres qui sont en poste. Alors sûrement cela va commencer par la primature et au niveau également des autres ministères. Certainement, nous l'avons toujours dit, parmi ceux qui sont là aujourd'hui, d'aucuns ont montré leurs limites en termes de réforme, en termes, disons, d'exécution des portefeuilles ou feuilles de route. Mais à côté, il y a également des ministres quand même qui ont fait leurs preuves, qui ont prouvé qu'ils sont capables, qu'on peut toujours compter. Aujourd'hui, on peut les compter quand même au bout de doigt. Ceux qui ont fait les preuves, des personnes aujourd'hui à maintenir, continuer réellement à pérenniser des actions qui ont déjà commencé. Certainement, l'administration, c'est une continuité, mais nous savons que ce n'est pas tout le monde l'attitude du CNRD, c'est-à-dire de venir continuer ce que le précédent gouvernement a commencé. Cela a payé quand même dans les infrastructures, parce que si vous voyez, la plupart des chantiers avaient quand même commencé sous Alpha Condé, mais certains peinaient à trouver des fonds, d'autres déjà des fonds étaient bouclés, mais l'exécution des travaux sur le terrain également restait quand même des discours coincés dans des tiroirs. Alors aujourd'hui, voir cela comme une réalité, donc ça veut tout simplement dire que dans ce gouvernement-là, on pourrait quand même, ne serait-ce que certains qui ont prouvé qu'on pouvait compter sur eux en termes, disons, de développement, les maintenir. Mais de l'autre côté, il faut quand même se dire que nombreux sont des ministres aujourd'hui dont les résultats s'avèrent quand même chétifs, parce que ce sont des résultats insuffisants pour qu'on puisse se dire non. Ils peuvent peut-être se racheter 4 ans. Il y en a qui ont passé 4 ans, c'est-à-dire à travers dans ce gouvernement-là, et avec beaucoup de portefeuilles. Des portefeuilles parce que à un moment, peut-être que le président peut se dire, si ça ne va pas ici, je peux t'amener là, peut-être que ça peut marcher. Mais il y a des ministres qui ont fait tellement de promenades entre des ministères que ça n'a pratiquement pas donné des résultats. C'est du mal en pis, c'est-à-dire vous quittez la peste pour épouser le choléra. Donc c'est un véritable souci aujourd'hui. Il faut essayer de revoir. Et si nous analysons cette correspondance, on se dit en grande partie que ce qui arrive, c'est une très forte décision, notamment qui pourrait friser avec la nomination carrément d'un nouveau gouvernement. D'un nouveau gouvernement, et c'est pourquoi on va rappeler et faire lecture de cette correspondance authentifiée, j'insiste sur ce mot, authentifié par le ministre et secrétaire général du gouvernement, République de Guinée, Travail, Justice et Solidarité, secrétariat général du gouvernement, Conakry, le 15 janvier 2026 à mesdames et messieurs les ministres. Conakry, objet, préparation des passations de charges entre ministres sortants et entrants. Et c'est écrit, c'est bien mentionné, mesdames et messieurs les ministres, conformément à l'instruction de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, lors du conseil interministériel du mardi 13 janvier 2026, là, il est demandé aux membres du gouvernement d'anticiper les futures passations de services entre ministres, ceci afin d'assurer la régularité et la continuité de l'action de l'État. Dans ce contexte, le chef du gouvernement a souligné l'importance que les passations de charges assurent une véritable transmission des dossiers. À cet effet, les dossiers de passation doivent suivant. Copie de la lettre
de mission. Le budget alloué à la loi de finances initiale, à la loi de finances rectificative et au 12e provisoire. La part des projets et activités réalisées, les copies du plan d'action opérationnel PAO 2025 et 2026, la synthèse des décrets, arrêtés et décisions réglementaires dans un tableau dont le modèle est joint. Les projets en cours avec un accent sur les niveaux de réalisation, les difficultés et les délais de livraison, les perspectives. Afin d'assurer une préparation complète, je vous prie de donner instruction à vos services de constituer les dossiers requis. En comptant sur votre engagement, je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les ministres, l'assurance de ma considération distinguée. Considération distinguée, signé Tamba Benoît Kamano, ampliation primature. Donc cela évoque un peu Bangali Camara, tout ce qui les prémices de, comme Mohamed l'a rappelé, de la nomination d'un nouveau gouvernement, peut-être avec des reconductions, on ne peut le dire puisque c'est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais avoir qui doivent être associés à cette passation de service, il y a quand même une volonté manifeste de continuité de l'État, ou comment je vais qualifier ça, c'est ça, la continuité. Justement, la continuité, c'est comme de l'action gouvernementale. L'action gouvernementale, comme on l'avait si bien rappelé, et cela n'est plus un secret de polichinelle, parce que depuis hier, nous en parlions déjà par rapport à ce gouvernement, et depuis, vous avez si bien rappelé, depuis le 13 avec le Conseil interministériel, donc cette instruction-là a été déjà donnée par M. le Premier ministre, et donc déjà avec cette note, ce circulaire donc, du secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamano, vient donc éclaircir par rapport à l'ensemble de ces dispositions qui sont déjà prises et pour les différents membres du gouvernement, parce que nous sommes déjà à la sortie de l'élection présidentielle, l'investiture également s'est passé le 17 du mois dernier. Donc déjà avant même de ce mois. Nous sommes toujours en janvier. Il est long. Janvier est long. C'est 3 mois. Nous sommes encore le 22. Donc le 17 c'était l'investiture et déjà la lettre là est venue depuis le 16. Donc le 16 à la veille de l'investiture. Donc c'est là, c'est pour rappeler les différents ministres. Donc les signes sont à Vancouver pour dire que ouais, le gouvernement doit réellement être remanié, soit est-ce un remaniement qu'on va attendre, ou bien si c'est un changement radical. Ou une troisième hypothèse, est-ce que le gouvernement va démissionner? Troisième hypothèse. Troisième hypothèse, qui existe. La rappeler, la dernière fois vous avez dit Khalil, juridiquement ce n'est pas une obligation, mais nous savons très bien traditionnellement, parce que les sources de droit, voilà aussi les sources de droit, et chaque fois il y a ces répétitions, donc c'est là en disant. Donc aujourd'hui, nous tendons maintenant vers ce changement de gouvernement et quelles sont les têtes penchantes. Et dans ce gouvernement qui est composé, je pense bien de 22 membres, d'abord, est-ce qu'il y aura une nouvelle reposition du gouvernement, de l'architecture gouvernementale, et quelles sont les nouvelles têtes qui vont rentrer, ou bien ceux qui sont là seront reconduits, gros point d'interrogation. Comme c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République, vous l'avez si bien rappelé, on attend de voir que vont être donc les nouvelles dispositions du président pour l'entrée des nouveaux gouvernements en Guinée. D'un nouveau gouvernement en Guinée-Boucham. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'il y a une urgence d'avoir un nouveau gouvernement, ou pour l'heure, on peut laisser ça au chef de l'État? Bon, oui, on peut laisser au chef de l'État parce que l'on ne sait pas ce qu'il est en train de préparer. Personne ne peut prédire ce que ce nouveau président va faire demain ou les heures qui vont suivre. En tout cas, moi je m'attendais quand même à une démission du gouvernement Baoré. Il faut t'y attendre, hein? Rien n'a peur de... Oui, je m'attendais à cette démission parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir en Guinée. Donc, cette précipitation pour la préparation
des cahiers, des documents de passation de service, c'est pas aussi mal parce que si le gouvernement veut si l'État veut directement aller finir avec cette constitution du nouveau gouvernement, je pense qu'il faut aller avec et en finir pour que chaque Guinéen soit situé et qu'on puisse connaître les têtes qui vont venir. Les têtes qui vont venir, Mohamed Leba. Aujourd'hui, beaucoup de questions par rapport à cette panoplie de documents demandés. Évidemment, c'est pourquoi je dis que ce sont des istifs aujourd'hui quand même qu'on demande aux anciens, désormais, enfin ils sont encore en poste, mais d'un temps à un autre, ils vont être appelés, ils seront appelés anciens ministres. Ce sont des justifications, parce que si vous regardez, on demande la copie de la lettre de mission, on demande le budget alloué à la loi de finances initiale d'abord, et puis à la loi de finances rectificative et au 12e provisoire. Donc ça dit beaucoup de choses et par rapport au bilan des ministres aujourd'hui qui sont en poste. Jusqu'à demander la lettre de mission. À demander la lettre de mission, ça veut dire que déjà vous aviez quand même une feuille de route. Une feuille de route, l'exécution, vous êtes à quel niveau? Le budget qui était alloué, d'abord on commence par le budget. Comment vous l'utilisez? Donc ce sont des justifications aujourd'hui qui n'arrangent pas certains et qui étaient quand même en train de décrire ici, dont les bilans restent encore contrastés par tout ce que nous savons, parce qu'il y a quand même, force est de reconnaître qu'il y a des ministres qui ne peuvent pas être induits, des ministres qui n'ont produit aucun résultat, ou en tout cas quand même des résultats très insuffisants. Très insuffisants, si je peux me le permettre, très insuffisants. Donc, parce il faut dire qu'ils n'ont pas produit le résultat. Il y en a beaucoup, on ne va peut-être pas nommer, Ils ont fait il y a aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais sur le terrain, nous savons réellement ce que ça en dit. On demande les copies du plan d'action opérationnel, donc 2025-2026. Donc, tu as sauté une partie très importante. On demande la part des projets et activités réalisées. Oui, ça aussi, ça renvoie sur le bilan. Ouais. Le bilan déjà du ministre sortant. Imaginez qu'on vous demande cela et que vous n'avez rien à proposer, alors que le budget que vous avez. Donc, au fait, je me dis que c'est une vigilance très importante de la part de la primature, parce que l'initiative vient de là, de connaître aujourd'hui l'exécution de certains budgets et surtout la destination de ce budget-là. Si toutefois quand même l'argent a quitté, disons, la caisse de l'État, on doit savoir, parce que ce sont des justifications. Sûrement, ça s'avère comme étant une évaluation, une mini-évaluation pour permettre réellement au président de la République sur quel pied encore il doit partir pour la nomination d'un nouveau gouvernement. Si toutefois aussi le Premier ministre qui est là est reconduit, là il saura également avec quel ministre il devra avoir affaire, et est-ce qu'il peut avoir des personnes sur qui compter parmi ceux qui sont là aujourd'hui. Mais tout semble quand même indiquer que nous aurons un nouveau gouvernement, donc le remaniement sûrement ne va pas encore être quelque chose qui sera consommé. Sûrement on va avoir un nouveau gouvernement, mais d'ici là il faut s'en tenir à ces différentes pièces qui sont demandées, parce que tout juste en bas on demande aussi également des projets en cours avec un accent sur les niveaux de réalisation. Donc c'est une autre justification à faire pour ces ministres sortants. Et pour ceux qui doivent entrer, je crois qu'il y a aujourd'hui quand même des talents qui ne manquent pas. Il faut quand même miser sur... Ce sera aussi difficile pour les nouveaux ministres qui ont rejoint quand même le gouvernement. Je vais citer le ministre Cellou Baldé et autres qui ont rejoint quand même, qui n'ont presque pas fait une année. Oui, qui n'ont pas fait une année avec ce mini-remaniement que nous avons connu, la scission des départements. Et voilà, peut-être pour la scission, il y a quand même eu de nouvelles têtes. Peut-être il y aura un cas spécifique pour ces gens-là. Ce sont la plupart des ministres qui n'ont pas fait
plus de 6 mois en poste, si on compte très bien, de là jusqu'au niveau de ce remaniement ministériel-là. On ne sait pas, peut-être qu'il y a une autre décision qui peut les concerner. De toutes les façons, ils sont dans le même gouvernement. Si le gouvernement doit quitter, ça veut dire que ce sera un mouvement d'ensemble. Il n'y aura pas à dire que parce que tel vient d'arriver... Si le gouvernement doit démissionner. C'est ça. Si le gouvernement doit démissionner, donc ça veut dire que c'est un mouvement d'ensemble. Ouais. C'est au président de la République de voir maintenant est-ce qu'il a besoin de ces gens-là. Mais tout reste aujourd'hui quand même à croire. Si vous prenez le ministère de la jeunesse, on en parlait hier. Ce ministère a besoin aujourd'hui d'un jeune, un jeune qui connaît les problèmes de jeunesse. En attendant, on ne va pas ouvrir cette piste. En attendant, puisque pour d'aucuns, pour ne pas que ce soit là des cibles. Non, il ne s'agit pas des cibles. Je vous comprends très bien, mais il ne s'agit pas des cibles. Il y a beaucoup de ministères. Celui qui est là peut occuper d'autres portefeuilles. C'est bien normal. Je ne suis pas en train de l'évaluer sur le bilan, mais je me dis tout simplement si ce que le président a dit dans son discours dédié ce septennat à la jeunesse et aux femmes, c'est très bien, ça sonne très bien qu'un jeune comme toi, comme moi, comme Diana Boutiam occupe quand même ce ministère. C'est normal, le talent ne manque pas. C'est ça. Tout comme on pourrait nommer quelqu'un aussi qui n'est pas jeune, mais qui peut aussi faire l'affaire des jeunes. Mais si c'est un jeune aussi, ça c'est aussi très important. Un jeune est bien vu, mais si la personne peut réellement apporter des changements au niveau du département, c'est le plus important. C'est le plus important parce que là, il faut rappeler que cette note d'information pour la préparation des différents ministres pour la passation de service. Passation de charge. Passation de charge, bien sûr. C'est une forme d'évaluation finale. Parce que là, précédemment, nous avons constaté dans le gouvernement, il y a eu plusieurs types d'évaluations que le gouvernement Bahouri a organisées à travers les différents départements ministériels. À participer, hein? À participer, bien sûr. Donc, et avec ces différentes évaluations, donc cette charge-là, et la passation de ces charges-là, c'est de permettre encore jusqu'à quel niveau les différents ministres, parce que la passation, c'est la rentrée et la sortie d'autres ministres. Donc le nouveau ministre qui doit venir, qui doit prendre service, doit savoir jusqu'à quel niveau. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont les projets qui ont été déjà ficelés? Parce que comme vous l'avez si bien rappelé ici, nous parlons, on dit les projets en cours avec un accent sur le niveau de réalisation et les difficultés, mais aussi et les délais de livraison. Qui connaît les délais de livraison, on peut ouvrir le plus souvent, on ouvre des projets en Guinée et les projets de lancement. Mais il y a même certains projets fantômes. Des projets fantômes, donc qui n'existent que sur papier. Tout ceci permettra donc au nouveau ministre qui va rentrer pour ne pas qu'il tombe dans le piège. Donc là, cette évaluation depuis le 16, c'est là, ces documents sont en train d'être réunis pour préparer et qui sait, les nouveaux entrants ont déjà des pistes à l'oreille pour savoir évaluer ce qui l'attend donc dans les différents départements, soit avec des parachutage, parce qu'on a bien vu ici beaucoup de ministres qui ont presque fait le tour du gouvernement d'un poste A vers un point B, d'un point A vers un point B. Donc jusqu'à présent, durant tous ces 4 ans, ces ministres-là sont encore dans le gouvernement qui n'ont pas mal tourné dans 2 ou 3 ou 4 ministères. Donc, toute cette évaluation permettra donc à ces différents ministres-là de savoir qu'est-ce qui les attend et au sortant de l'évaluer. Et parce que là, la Constitution, nous le savons très bien, le ministre en rentrant, et avec la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, c'est la déclaration des biens. C'est la déclaration des biens, c'est ça aussi d'autres étapes par rapport à ces ministres-là. Parce que là, avant tout, ils ont géré quand même les biens de l'État. Et qui gère le bien de l'État, quand tu sors, tu dois te justifier de ce que tu as fait et de ce que tu as pu ta rentrée et ta sortie, comment étaient tes biens avant de quitter le navire gouvernemental. Le navire gouvernemental. Oui, Abdallah, moi, j'aimerais préciser un truc.
En disant c'est une évaluation, ce n'est pas une évaluation, les documents sont demandés pour que les ministres entrants et sortants puissent être situés. Donc la proposition à faire peut-être c'est d'aller sur une évaluation. Après le dépôt des documents par chaque ministre, il serait mieux que Bahouri, avant de quitter, puisse évaluer les membres de son gouvernement et pour que chacun puisse rendre compte sur les anomalies qui seront vues sur les documents posés. Donc, s'il y en a. Voilà, s'il y en a. Pourquoi, je parle d'une évaluation. Pourquoi on parle de justification? Pourquoi on parle de justification? Parce que ces documents demandés, il ne s'agit pas seulement pour ceux qui doivent venir. Vous savez, c'est comme si on vous demandait tout à l'heure, nous tous qui sommes là, de venir avec nos badges de Kavi. Vous n'avez pas de badge? Vous n'êtes pas employé de Kavi, disons. Vous n'êtes pas employé de Kavi, disons. Ou bien chacun est à la tête d'un département à Kavi, on demande de venir avec ce que vous avez fait lors d'une réunion, alors des justifs. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelqu'un d'autre doit prendre votre place, mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez là? Donc ce sont des documents. Si vous n'en avez pas, Abdallah a dit quelque chose de très important. Il y a des projets fantômes qui naissent pour lesquels on décaisse de l'argent. Pour lesquels on décaisse, on doit savoir réellement comment tout cela est arrivé. Les fonds sont utilisés comment? Quelle destination ont-ils pris? Donc tout cela, je crois que c'est une manière sous-entendue, on l'a dit à l'entame, d'évaluer, de se justifier. Donc ces documents-là sont très importants. On demande la réalisation en cours, les délais d'exécution, le niveau. C'est très important de le faire. Et si on en tient un peu rigueur, c'est bien possible que ceux qui doivent arriver aussi se disent attention, c'est ce que je dois faire. La manière dont celui qui vient de quitter a été évalué, je serai évalué de la même façon. On me demandera les mêmes justifications. Quand je dois quitter, c'est les mêmes documents de passation de charges qu'on va me demander. Je dois me concentrer sur le travail, uniquement sur le travail et faire dos aux projets qui n'ont jamais vu jour. Mais là, je pose peut-être une question rapidement à chacun. Est-ce que vous, peut-être commencer par vous, Mohamed, est-ce que vous croyez à un nouveau gouvernement, donc un gouvernement complètement, de nouvelles têtes ou mini-remaniement, vu les résultats? Donc, moi, je suis très certain qu'il y aura des ministres qui vont être reconduits. Tout le monde ne sera pas débarqué de ce gouvernement. Alors, si tout le monde n'est pas débarqué, même si c'est un seul ministre qui reste, on ne peut pas parler de la nomination carrément d'un nouveau gouvernement. Donc, on va parler peut-être d'un grand remaniement. Et contrairement à un mini-remaniement où on voit 4, 5 ou 6 nouvelles têtes qui entrent dans le gouvernement. Ce qu'il faut se dire quand même, il y aura forcément des personnes, des ministres qui seront reconduits. C'est une nouvelle dynamique. Certainement, moi je vais aller sur les pourcentages. Certainement, il y aura quand même jusqu'à 70% de pourcentage de nouveaux ministres qui sont débarqués. 30% d'anciens ministres, 70%, donc la majorité? La majorité, forcément. La majorité seront, on va dire que ce seront de nouveaux ministres. Guinabou, est-ce que vous partagez le même avis? Remaniement, nouveau gouvernement. Bon, là, je ne saurais me prononcer là-dessus puisque je ne suis pas dans les secrets, mais j'aurais préféré même voir que des nouvelles têtes. Oui, il faut qu'on donne la chance. Vous voulez qu'on change tout? Carrément, il faut qu'on donne la chance à d'autres personnes aussi de venir. Les autres, on a vu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils peuvent faire, ceux qui se sont démarqués, merci à eux, merci beaucoup. Mais il n'y a pas un merci qui finit pas. Donc il faut qu'ils quittent, il faut que d'autres viennent. Donc même s'ils font des résultats? Oui, même s'ils font des résultats, à un moment donné, il faut quitter, il faut partir. Peut-être que ce sera une première dans notre pays. Parce que de par le passé, à travers les différentes élections, si vous regardez le premier quinquennat d'Alpha Condé, après l'élection de 2015, il y a eu quand même des reconductions. Après l'élection de 2020 également, il y a eu des reconductions, même pour le troisième mandat, après le troisième mandat. Donc peut-être que ce sera une première de voir carrément que le président arrive à raser tout le gouvernement pour la nomination d'un nouveau gouvernement, d'un tout nouveau gouvernement. Mais moi, encore une nouvelle fois, je me dis que c'est impossible, ça ne sera pas une réalité. Ce qui reste clair, il y aura des personnes qui vont être reconduites, ça c'est indéniable. Wait and see, quand même le dire les Anglais, attendons de voir.
la suite de tout cela, hein, de toute cette actualité. Est-ce que le gouvernement Bahouri va démissionner? Est-ce que le chef de l'État lui-même va prendre un décret pour nommer un nouveau gouvernement ou un mini-remaniement, comme l'a annoncé certains débatteurs ici en plateau. Mais en attendant, on va dérouler notre menu du jour et nous restons à Conakry avec ce fait de société qui interpelle. Alors que les opérations de déguerpissement se poursuivent, des étalagistes et petits commerçants réoccupent progressivement les emprises de la voie publique. C'est un reportage réalisé par Germaine Massaré. Au rond-point de Matoto, les voies publiques étaient occupées depuis des années. Des vendeuses exerçaient leurs activités en conditions à risque, exposées aux accidents de la circulation. Pour Takamara, présidente des femmes vendeuses de Matoto, cette opération était inévitable. Respecter la loi est, selon elle, une question de sécurité et de responsabilité. Depuis toujours, nous avons connu le marché de Matoto comme ça, mais la loi est là. Cette opération n'a pas commencé ici, donc nous sommes obligés de nous y conformer. Moi aussi, je suis victime de cette situation, mais personne ne peut s'opposer à l'État. Je ne suis pas la seule concernée. Un avis partagé par Kadiatou Conté, elle estime que les autorités ont pris la meilleure décision possible. Pour elle, ce déguerpissement permettra de réduire les accidents de la circulation. C'est une bonne opération. Nous voulons qu'elle continue. Dites-le au président qu'il cherche une solution pour nous. C'est le père de la nation. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. S'il agit ainsi, c'est pour nous protéger. Malgré ces opérations de déguerpissement, au marché de Koza ce mercredi, certaines vendeuses ont réoccupé les abords des rails, reprenant timidement leurs activités. Une réalité qui pose la question de l'efficacité durable de ces opérations face à l'occupation anarchique des voies publiques. On a vu tout ce qui se passe à l'instant. Un reportage, je le rappelais, réalisé par Germaine Mansaré. Tout ce qui se passe à l'instant, même à Conakry, le gouvernement fournit assez d'efforts face à des citoyens qui ont du mal à comprendre les enjeux du Naboukiam. Justement, à Conakry, Abdallah, l'occupation anarchique des voies publiques a toujours été un problème persistant et alarmant, qui est caractérisé par l'envahissement des trottoirs et des routes par des garages quelquefois, ou des kiosques, des véhicules abandonnés, ou même des marchés, comme on l'a vu sur le reportage de Germaine. Et ce qui empêche ou perturbe carrément la circulation. Et avant ces récentes... cette récente opération de déguerpissement, plusieurs autres avaient déjà été lancées. Mais malgré les campagnes de sensibilisation et les directives gouvernementales qui sont souvent accompagnées par des menaces, des limites ou même des sanctions, on force est de reconnaître que ces occupants reviennent toujours et au bout de quelques semaines pour poursuivre leur activité qu'ils faisaient déjà. Donc, alors, s'agissant de cette nouvelle opération lancée à la veille de la cérémonie d'investiture du président Mamadi Doumbouya, la direction de la police nationale avait publié un communiqué le lundi 19 janvier 2026 pour la reprise des opérations de déguerpissement qui étaient prévues à partir du mercredi 21 janvier à Conakry. Je voulais dire hier mercredi. Donc ces opérations ont été effectivement menées dans plusieurs quartiers de la capitale. Sur les images déjà, on voit les engins lourds qui ont été mis à contribution pour dégager tout sur leur passage. Mais Abdallah, la question qu'il convient de se poser est de savoir à quel moment ces occupants déguerpis feront leur comeback. Parce que... ce n'est pas quand même une première. Voilà, ce n'est pas une première. À chaque fois qu'il y a un déguerpissement et au moment où les policiers avancent, de la même façon, derrière eux, ces occupants reviennent progressivement. Donc...
Alors, je disais que l'occupation, en fait, il faut oser aussi dire, Abdallah, que l'occupation anarchique des emprises, des voies publiques à Conakry a toujours été une pratique combattue, mais jamais vaincue en Guinée. Donc, est-ce qu'il faut aller sur d'autres mesures? Est-ce qu'il faut carrément changer d'approche ou il faut d'abord passer par des sensibilisations pour exposer à la population la gravité de l'occupation de ces routes? Qu'est-ce que cela peut poser? Parce que là, voyant ces femmes ou ces enfants aux abords des routes, c'est carrément au-delà de la perturbation de la circulation, ils mettent aussi leur vie en danger. Puisqu'on ne le souhaite pas, en cas d'accident, ce sont les premières personnes qui seront touchées. Donc il faut voir s'il faut en tout cas changer d'approche. La direction de la police peut-être doit commencer par une vaste campagne de sensibilisation avant de passer à l'action. Où les déguerpissements ont déjà commencé, il faut veiller à ce que... Le suivi, voilà. Il faut veiller à ce que les emprises déguerpies ne soient pas réoccupées par les occupants ou par de nouvelles personnes. De nouvelles personnes. C'est une question quand même qui interpelle, une réalité qui soulève assez d'interrogations, Mohamed Leba. Oui, une réalité très malheureuse qui soulève assez de débats aujourd'hui, notamment sur l'adhésion des citoyens aux réformes en cours, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On parlait hier dans le journal des ordures qui reconquièrent encore Conakry. Quelques jours seulement après l'investiture, nous avons vu quand même le grand nettoyage de certains quartiers de Conakry, quand même, qui mènent vers le stade de Nongo. On a compris quand même que c'était circonstanciel. Ça en disait beaucoup quand même sur l'organisation de cette investiture-là qui a fait, disons, sans faute. Mais aujourd'hui, la réalité est que les gens reprennent encore leur place et reviennent progressivement. Pourquoi? Parce que l'habitude, vous savez, à la peau dure. Dans notre pays, on nous a tout juste fait savoir que non, vous quittez. Après tout, on se dit non, on va quitter. Après, nous savons qu'il n'y aura pas de suivi derrière, donc on pourra revenir encore s'installer. Ce citoyen lui-même n'a plus peur des menaces des autorités parce que, pourquoi? L'impunité est garantie. Si on commençait cela par des sanctions, parce que déjà des campagnes de sensibilisation, on peut dire qu'elles ne sont pas suffisamment faites, mais il y a quand même des campagnes de sensibilisation, parce que ce que nous faisons ici, c'est une sorte de sensibiliser, parce qu'on le fait à chaque fois qu'au besoin quand même besoin se pose. Ce qui reste clair aujourd'hui, c'est aux autorités de changer de fusil d'épaule, de changer de stratégie, de politique, surtout notamment d'assainissement, parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'on essaye quand même d'injecter à ceux de fond dans cet assainissement-là, et au retour après, c'est pour obtenir les mêmes résultats. Vous ne pouvez pas faire la même chose durant des années et s'attendre à des résultats différents. Ça va être, les mêmes résultats, et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous avez la police nationale qui s'élève, la direction générale de la police nationale qui s'élève, qui multiplie les assauts en termes d'abord en termes de déguerpissement, mais derrière, il n'y a pas eu suffisamment, c'est ça la réalité, il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation. Alors, le délai qui a été accordé à ces occupants illégaux, parce que ce sont des occupants illégaux, c'est une réalité, eux-mêmes savent qu'ils sont des occupants illégaux, c'est pourquoi à quelques endroits ils ne peuvent pas opposer force à ces opérations de déguerpissement. Ils savent qu'ils sont dans l'illégalité, mais ce qui est aujourd'hui une triste réalité, c'est parce que derrière les gens reviennent. Je revenais tout à l'heure, quand je venais tout à l'heure, la transversale Kipé aéroport, qui était nettoyée, où les officiels passaient quand même pour rallier le stade de Nongo. Il faut aller voir. Sur le trottoir même, vous avez des tas d'ordures. C'est incroyable. C'est des tas d'ordures. Des récidivistes qui ne sont pas punis et qui reviennent. Parce que tout simplement, on s'est dit non, notamment, je peux venir déposer des ordures de toutes les façons, personne ne va me voir, il n'y a pas de caméra de surveillance, on ne peut pas me sanctionner. Et donc, c'est fini. Ça encore renvoie la question sur la stratégie
de l'État de finir avec cette question, non seulement d'encombrants physiques à travers les artères, mais aussi cette question liée à l'assainissement, parce que les deux vont ensemble, il faut quand même le dire. Ces encombrants physiques donnent une mauvaise image ou de mauvaises images à la Guinée, à la capitale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez une capitale très engouffrée, une capitale qui a du mal à respirer, notamment sous le poids des ordures, sous le poids des encombrants physiques. Vous avez du mal à circuler. On assiste à des cas d'accident à chaque fois qu'un véhicule déraille. Mais c'est là également le comble, puisque ces femmes quand même, ou ces petits commerçants ont cette information. Ils savent déjà que le fait de se retrouver aux abords des routes peut provoquer quand même des accidents. Mais ils le font. Et c'est ça la véritable question. On se demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils ne craignent pas eux-mêmes pour leur vie? Est-ce qu'il n'y a pas de place dans les marchés? Qui les installe là? En fait, la véritable question doit être posée. Aujourd'hui, c'est ça, ce sont des questions qu'on doit soulever. Elles sont légitimes, ces questions-là, mais il faut quand même se dire pourquoi il y a des règles pour la conduite, par exemple, pour le non-port de casque. Vous voyez, le citoyen, c'est lui qui se met en danger, mais la loi est là pour le lui rappeler, pour lui dire attention, tu es en danger, donc on te sanctionne parce que tu n'as pas porté. Des autorités compétentes, surtout locales, judiciaires. C'est bien possible. Oui. Hein, vous savez, il y a récemment une règle qui entre en vigueur, par l'interdiction des lieux de loisirs par des mineurs. Aux mineurs. Vous voyez, ça entre en vigueur et aujourd'hui, ça sensibilise beaucoup. Et récemment, c'était hier, on a publié un article à l'intérieur du pays où on parlait de l'arrestation de 19 mineurs. C'est à Tougué. Vous comprenez aujourd'hui l'ampleur. Si vous êtes sanctionné, demain ça va être très difficile pour vous de revenir encore récidiver. Malheureusement, c'est cette impunité garantie, c'est ce qui fait aujourd'hui accroître le niveau de récidive. Parce que tout simplement, les uns et les autres se disent non, attention, après tout, je peux revenir et puis voilà, c'est fini. Imaginez, ce n'est pas une première, ni une deuxième, ni une troisième, ni une quatrième, même une 10e campagne de sensibilisation, opération de déguerpissement. Sous Alpha Condé, on en a vu des opérations de grande envergure. À l'arrivée du CNRD, on a vu avec le Modi Condé, je crois qu'il a mis comment on les appelle là, des murets. Des murets. Bien avant cela, même sous Alpha Condé, il y avait quand même certains endroits où il y avait des murets. C'est qui a commencé ça. Les murets, vous voyez le long de l'autoroute, déjà pour empêcher certains citoyens de traverser. Oui, il y a des passerelles. C'était sous Général Mathurin Bangoura qui avait quand même érigé ces murets-là. Vous avez compris. Malheureusement, on voit même des personnes encore au prix de leur vie se faufiler, tenter le tout pour le tout, de passer sous ces murets-là. En fait, il y a cette inconscience. Je suis désolé de le dire, il y a cette inconscience grandissante qu'il faut aujourd'hui, c'est-à-dire corriger. Mais c'est à l'État, encore une nouvelle fois, de prendre ses responsabilités. De l'autre côté, vous avez touché du doigt à un autre point très important par rapport au nombre de places aujourd'hui, par rapport au nombre de marchés. Parce que ces femmes, peut-être, ne peuvent pas se retrouver ici de par leur propre gré. De l'autre côté, on doit questionner sur ces différents marchés, de la manière dont ils sont gérés. Parce que les marchés, pour rappel, pas pour vous couper, aujourd'hui revient dans le portefeuille des délégations spéciales. Des délégations spéciales. Si avant c'était les chefs de quartier qui géraient, aujourd'hui les présidents et présidentes de délégations spéciales se sont emparés de ces marchés, donc qui ne donnent aucun répit aux chefs de quartier. Donc imaginez qu'un marché se trouve, je prends le cas de Somphonia Gare, le marché se trouve là-bas, et il y a quand même le siège qui est jusqu'à Somphonia Centre. Comment contrôler Somphonia Gare pendant que le siège est à Somphonia Centre, où il y a au moins 4 quartiers qui peut-être séparent le siège au marché. Et ce n'est pas le seul marché. Ce n'est pas le seul marché. Je prends juste un exemple parce que Somphonia, c'est un marché aujourd'hui qui crée un énorme embouteillage.
je maîtrise ce quartier parce que là, j'y vis et je sais que si moi, je dois me rendre chez moi, et si je passe par la cimenterie, j'évite le marché. J'évite carrément le marché. Au-delà de l'infrastructure routière qui est cassée en deux ou très dégradée, avec des nids de poules ou des travaux de réhabilitation n'ont rien donné pour le moment. On a des femmes qui viennent s'arrêter, qui revendent à bord de route, sur la route, ou même vous avez un tronçon ou une voie de deux, vous ne pouvez même pas passer sur une seule voie. Donc vous voyez là, Mohamed, il y a une question, il y a des questions même à se poser. Il y a de véritables questions du côté des citoyens, du côté des autorités. Vous savez, avant de prendre avant d'envisager des sanctions, il faut d'abord se rassurer du service donné. C'est de ça qu'il s'agit. Évidemment. Service, sensibilisation, après maintenant, sanction derrière. La loi des 3S, c'est aussi simple. Ouais. Il faut aujourd'hui en prendre compte. Il y a un véritable souci au niveau de la gestion de ces marchés-là. Vous le savez, si les différentes communes jouaient même leur rôle, ça ne devrait pas fatiguer beaucoup la direction de la police dans ce sens-là. Parce que tout simplement, si ces marchés étaient bien gérés, c'est à la commune ou au quartier de dire aux femmes, ce n'est pas votre place ici. C'est pourquoi la naissance des agents communaux à un moment donné... Mais après, ça ne donne rien. Vous voyez, mais après vous voyez, ça ne donne rien. C'est décourageant, c'est frustrant. Ce qui se passe, ça dépasse l'entendement parce que ces femmes qui sont au bordure des routes sont là et leur vie reste en danger et c'est le véritable souci aujourd'hui. Et ce qui est fatigant et qui s'avère un exercice très fatidique, c'est parce qu'elles reviennent encore à chaque fois qu'on les fait quitter. Et on ne se demande pas pourquoi elles reviennent. C'est parce que... Justement. Ceux qui les font quitter ne sont plus là, donc elles peuvent facilement revenir. Vous savez, parfois même ça frise un peu à cette chasse entre souris et chat et souris. Donc c'est un véritable casse-tête aujourd'hui et il y a lieu vraiment de poser des questions. Bagali. Oui, justement, sur la question, vous savez, Abdallah, nous sommes sur le terrain à chaque fois et le retour de ces femmes sous ces différents endroits et la raison principale qu'elles évoquent toujours sont des impératifs économiques. Vous le savez, chaque fois vous partez, ils sont toujours prêts à dire que oui, ici c'est ici que nous vendons, c'est ici que nous cherchons le quotidien, et nos maris ne travaillent pas. Ce sont toujours des éléments que ces femmes-là évoquent quand vous partez ici pour les déserter. C'est ici nous vendons, mais elles ne disent jamais c'est ici où nous rencontrons des accidents. Des accidents. Et là, sur la question, j'ai posé la question hier à une dame vendeuse, mais Abdallah, la réponse qu'elle m'a donnée, elle dit, mais la mort, ça viendra toujours après. Il dit, quand on a faim là, il faut toujours sortir. Vous voyez, j'ai pris ma tête, j'ai dit, bon, donc vous préférez la mort que par rapport à ça. Donc Abdallah, vous voyez donc, parce que là, je me rappelle bien, au niveau de Sonfonia, à l'Ansania Barrage, il fut un moment, il y a eu un accident grave là-bas, très grave là-bas. Il y a eu un camion qui est venu s'engouffrer dans un magasin. Et Abdallah, le lendemain, il y a eu encore des démarcheurs qui sont venus pour négocier encore le même magasin, parce que celui-ci qui occupait le magasin là a trouvé la mort. D'autres personnes sont même revenues sur les lieux pour occuper ces endroits. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut se poser? C'est à l'État de trouver des alternatives. Vous voyez, nous venons toujours de... Nous venons d'en parler. Les alternatives, parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle le principe de la continuité des services publics, comme nous avons dit, mais il y a aussi le principe de la mutabilité des services publics. La démographie augmente, le marché d'Anta. Anta en 2000 et Anta maintenant là, la population a ce marché-là ne devrait même pas exister. Non, ça doit être délocalisé. Ce marché-là doit être délocalisé. Et c'est la même chose. C'est la même chose. À Sonfonia, à Sonfonia, à Bonfi, ainsi de suite. Ce sont des endroits où des marchés de fortune qui sont installés depuis. Est-ce qu'aujourd'hui la solution ne serait pas d'éloigner ces marchés des différentes voies? Oui. C'est la solution. Il faut les délocaliser. Parce que regardez, au niveau des Anta, il y a deux ronds-points qui sont vraiment très proches. Le rond-point de moins de 3 km, moins d'un kilomètre. Même pas, moins de 500 mètres, Abdallah, 500 mètres. Et le rond-point qui part vers son Foniaga et le rond-point qui remonte vers la T6. Ces deux ronds-points, Abdallah, à partir de 16h, l'embouteillage vient jusqu'au rond-point de Kisoso. Ceux qui pratiquent cette route-là savent, parce que chaque fois, après, moi, j'évite cette route, je suis là-bas, vous l'évitez déjà, parfois nous rentrons ensemble, vous évitez carrément cette route. Et nous qui traversons la route-là, c'est un véritable calvaire.
commençant par le rond-point de Kissoso jusqu'à Anta. Et pourtant, la proximité, vous voyez, la route, elle est grande, mais elle est carrément occupée par ces marchands, des vendeuses qui viennent s'installer. Et malgré qu'il y a une passerelle, vous voyez ces deux ronds-points, les gens évitent carrément de monter sur ces passerelles. Mais les passerelles là-même sont transformées en marché. Ouais. Tous les regards impuissants. Et parfois avec la complicité ici des administrateurs, des administrateurs du marché. Parce que c'est eux qui entretiennent. Il faut les pointer du doigt. C'est eux qui entretiennent ces femmes et puis finalement, rien n'est là. Et puis parfois, quand on crée également la police verte, vous voyez la brigade communale, et parfois la brigade communale, ils font semblant de chasser ces femmes, et après Oui, Abdallah, je vais proposer l'idée d'Alpha Condé. Il avait construit un grand marché, le grand marché de Conakry. Je crois c'est en tout cas c'est sur. Qui est cher. Oui, c'est sur l'autoroute justement. Je crois avec cette démographie, avec l'explosion de la population à Conakry, qui est due à l'exode rural, il faut penser à construire des marchés modernes, très éloignés de la route, mais avec un coût surveillé par l'État, puisque ça sera en domaine de l'État. Ils vont fixer eux-mêmes le prix des magasins ou le prix, en tout cas, de toute occupation que les gens vont faire et gérer ces marchés, envoyer ces femmes déguerpies ou ces magasins déguerpis vers ces marchés-là. Parce que si... il faut penser aussi à ce que ces personnes disent. Ils sont là, c'est pour pouvoir soutenir la famille, c'est pour pouvoir s'en sortir. Il y a des pères de famille qui payent des scolarités des enfants, il y a la popote qui est donnée. Les déguerpir comme ça, c'est accroître. Déjà, il y a un taux de chômage qui explose en Guinée. Sauf que vous ne voyez pas sous le même angle que le ministre. Hein. Allez, oui, évidemment. Oui, il y a un taux de chômage qui explose. Donc, il faut penser aussi à l'insertion de ces personnes déguerpies pour qu'en fait, ils ne reviennent pas réoccuper ces espaces. Je pense que ça sera une très bonne solution parce que s'ils sont occupés de l'autre côté, ils ne vont pas revenir pour revendre sur les voies publiques. Sur les voies publiques, en tout cas. Faites attention, le déguerpissement continue son cours normal et évitez de vous retrouver sur la voie publique. En tout cas, c'est le petit conseil de passage. La pub derrière, on se retrouve pour la suite de cette émission. On prendra la direction du Danemark où on parlera de la Grande Lame. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines, un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siamin.com, notre plateforme dynamique. Cal TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne.
C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la clé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Merci de nous rejoindre dans la deuxième et dernière partie de cette émission Scanner. Nous parlons de cet autre bruit. Pour le rappeler, Donald Trump ravive les convoitises autour du Groenland. Cadre d'accord évoqué avec l'OTAN, recul sur les droits de douane, stratégie diplomatique, calcul politique ou repositionnement géostratégique. On pose la question ce matin, Mohamed Loba. Tous les trois ou tous les quatre, il faut dire que font partie aujourd'hui du plan de Donald Trump. Alors ce 21 janvier 2026, lors du Forum économique mondial de Davos, le président américain Donald Trump a annoncé avoir conçu le cadre d'un futur accord avec l'OTAN concernant le Groenland et toute la région arctique. Sur cette base, il a levé la menace de droits de douane de 10%, devant passer à 25% en
juin. Alors, il dit être, enfin, c'est ce qu'il brandissait, disons, contre 8 pays européens, Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et Finlande. Mais cette décision marque un revirement, il faut le dire, après des semaines de tensions commerciales et diplomatiques. Et ce qu'il faut dire aujourd'hui, tout est parti des menaces tarifaires de Donald Trump, parce qu'il avait quand même menacé d'imposer des droits de douane progressifs sur les importations de ces 8 pays européens. Alors si ceci ne soutenait pas une acquisition du Groenland par les États-Unis, le président américain justifiait cette pression par des impératifs de sécurité nationale face à la Russie, notamment la Chine, et par la volonté de contrôler les ressources minérales et les positions stratégiques de l'Arctique. Aujourd'hui, voir Donald Trump capituler, parce qu'on peut le dire comme ça, il change de fusil d'épaule, ça questionne quand même, comme vous venez de le dire, beaucoup d'observateurs comme vous se posent des questions aujourd'hui sur la portée de ce cadre et également aussi... Est-ce qu'il y a même eu un cadre d'accord, puisque ce n'est pas ce que pour le moment, secrétaire général Mark Rutte. Évidemment, pour le moment, il faut dire quand même que ce sont des annonces, ça reste encore des annonces. Alors cette rencontre avec l'OTAN, il faut dire que Donald Trump a rencontré, comme vous l'avez dit, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à l'issue de cette entrevue très productive selon Donald Trump, parce que c'est lui qui le dit. Il a annoncé l'existence d'un cadre d'accord futur sur le Groenland et l'ensemble de la région. Alors nous allons progressivement revenir sur cet accord-là qui reste pour le moment, il faut dire, très mitigé. Un cadre d'accord très, disons, long, avec plusieurs éléments, très vague, il faut le dire, mais il y a quand même quelques points qui aujourd'hui retiennent quand même l'attention des uns et des autres, surtout des acteurs mondiaux qui ont aujourd'hui, qui restent quand même, dont les yeux restent braqués sur le Groenland. Qu'est-ce qui est dans ce cadre? D'abord, on parle de la sécurité arctique. Vous le savez, vous connaissez Donald Trump qui évoque, en tout cas lui, il vient toujours avec des casquettes de problèmes pour dire attention, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, il impose ce qu'il a imposé pour finalement non seulement faire parler de lui, parce que pour lui, c'est ça aussi la géostratégie, c'est ça aussi la géopolitique. Il reste aujourd'hui l'animateur principal du monde, hein, en ce qui concerne les droits de douane, tout ce qui concerne les décisions sur l'immigration, des décisions diplomatiques. Il faut dire aujourd'hui, Donald Trump, c'est très difficile que 24 heures quand même s'écoulent sans qu'on nous parle de lui. Alors, il a évoqué cette question de sécurité arctique parce que le cadre vise, selon ce qu'on a entendu, selon ce qui est annoncé, ce cadre vise à assurer la sécurité de l'Arctique par les efforts collectifs des alliés, en particulier les 7 membres de l'OTAN dans la région. De l'autre côté, il y a également le bouclier antimissile. C'est aussi évoqué dans ce cadre. Il est question d'un système de défense antimissile américain, Golden Dawn, partiellement, oui c'est le nom, ouais, basé au Groenland. Donc il y a également au troisième point l'accès aux minéraux critiques. Vous pensez que ça n'allait pas revenir? Et partout où on parle de Donald Trump, il y a des avantages qu'il vise et il ne vient pas avec des discours creux. Derrière tous ces discours-là, il y a quelque chose qu'il vise. Pour le cas du Congo, on en a vu après la rencontre Donald Trump, les deux présidents africains, notamment le président Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. Derrière, vous n'avez plus entendu quelque chose. Il reste focus sur sa position parce que déjà il voulait quelque chose. Il a dit à tout le monde là-bas lors de cette rencontre, chacun sera riche, vous aurez beaucoup d'argent. Donc, vous voyez déjà au bout du tunnel l'intention finale de Donald Trump par rapport à ce cadre. Et effectivement, comme on pouvait s'y attendre, l'accès aux minéraux
critiques reviennent. Il faut dire que l'accord devrait garantir aux États-Unis un accès aux ressources minérales stratégiques du Groenland. Vous voyez pourquoi aujourd'hui cette brouille continue, ce grand bruit soulevé par Donald Trump continue quand même de faire grincer des dents à travers l'Europe, parce que à côté de cela, il a évoqué également dans ce cadre le blocage de la Russie et de la Chine. L'objectif explicite est d'empêcher Moscou et Pékin d'obtenir un pied-à-terre économique ou militaire au Groenland. Des discussions internes également à l'OTAN évoquent aujourd'hui l'octroi aux États-Unis de souveraineté, je dis bien de souveraineté, sur de petites enclaves au Groenland sur le modèle des bases britanniques à Chypre. Donc c'est un véritable plan pour Donald Trump aujourd'hui d'envahir. Il déroule comme une feuille de route. Il le déroule naturellement. Il vient d'abord soulever le bruit, vous mettre dos au mur et finalement il vous propose, disons, des sorties de crise, enfin des pistes de sortie de crise. Et de l'autre côté, sur le plan des géopolitiques, il faut dire quand même qu'il y a ce renforcement de l'influence américaine qui aujourd'hui n'est plus à démontrer. Il faut le dire, peu importe ce que Donald Trump est en train de faire, il faut dire c'est une manière quand même d'influencer le monde et surtout dire combien les États-Unis sont puissants. Alors cette influence américaine, surtout dans l'Arctique, dont on parle moins ces derniers temps avant l'arrivée de Donald Trump. Le cadre accorde aux États-Unis un rôle central dans la sécurité régionale, je le disais à l'entame, au détriment de la Russie et de la Chine. Il faut quand même le comprendre. Ce sont aujourd'hui des grandes puissances qui tiennent tête encore à Donald Trump et à toutes ces différentes décisions qu'il est en train de prendre. Et sur le plan, on ne peut pas parler de géopolitique sans parler de géostratégique. Alors, sur le plan géostratégique, on parle d'une avancée vers un bouclier antimissile, ce que je disais tantôt. Et les États-Unis obtiennent aujourd'hui une perspective concrète d'implantation d'un système de défense au Groenland. Alors, cela se matérialise sur l'accès aux ressources et Washington se garantit quand même comme étant se garantit un accès privilégié aux minéraux critiques, notamment terres rares, etc. Et Donald Trump, on dit souvent qu'il ressemble à un fou, mais il n'est pas totalement fou. Il sait ce qu'il veut et il sait effectivement ce qu'il fait. Et dans le commentaire, il faut parler aujourd'hui d'une tactique de négociation très classique pour Donald Trump qui utilise la menace tarifaire et souvent pour conserver ou tarifaire comme étant levier pour obtenir des concessions dans certains pays. Il l'a fait avec beaucoup de pays. Aujourd'hui, c'est le retour du Groenland dont on parle aujourd'hui. Il faut quand même attendre peut-être la fin de tout cela pour voir réellement ce qu'annonce Donald Trump par rapport à cette suspension des droits de douane qui était prévue pour début février. Si cela va entrer en vigueur, pour le moment, il faut dire que quand Donald Trump parle, on prend ses propos avec des pincettes parce qu'un revirement de 360 degrés peut intervenir à tout moment. Peut intervenir à tout moment. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir ou on peut peut-être se poser la question pourquoi Trump s'intéresse tant au Groenland, qui est quand même une zone qui appartient au Danemark, Danemark, mais aujourd'hui très convoité par Trump. Bon, moi je dirais peut-être parce qu'il veut accéder militairement ce pays-là pour empêcher la Russie, ou en fait pour faire face à la Russie ou à la Chine. Parce que Donald Trump, il est tactique, il est malin, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il fait. Même si c'est un psychopathe qui change de veste à tout moment. Attention, psychopathe, c'est quand même trop dire. Attention, on parle de président de la première puissance. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui change de veste à tout moment. Il est versatile. Voilà, il a fait l'annonce d'un accord. Et l'accord n'existe pas pour le moment. Donc, en espérant quand même que, peut-être que d'ici à février, puisque c'était le 1er février que l'accord des 10% devait rentrer. Les droits de douane devraient rentrer en vigueur. Donc, s'il a anticipé cela, cette annonce avant même
avant même le 1er février. On ne sait pas ce qu'il veut réellement. On ne peut pas dire Donald Trump, c'est ce qu'il est en train de viser. Il est le seul qui sait ce qu'il veut. C'est un président qui ne consulte pas, il part par décret, il sort, il fait ses annonces, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut et généralement il l'obtient. Donc on va attendre, nous allons attendre voir ce que réellement cette sortie va apporter. En tout cas, moi j'ai lu beaucoup de commentaires des habitants de ce pays qui se disaient que leur pays n'appartenait pas à Trump. Donc c'est pas à lui de décider de leur sort. De leur sort. Et bon, pour l'instant, on va observer et voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner une annonce prématurée peut-être ? Bon, il n'annonce pas une annonce prématurée parce que là, moi je voudrais juste rebondir pour la position géographique du Groenland. Qui connaît Groenland, c'est un pays qui se trouve ici au nord du continent américain, au nord du Canada, et c'est un territoire européen parce que c'est un territoire qui appartient réellement à l'OTAN, mais aussi qui est contrôlé ici par le Danemark. Le Danemark c'est un pays européen. Vous voyez donc toujours nous parlons ici de Donald Trump et parfois on se pose la question de qui s'inspire donc la politique de Donald Trump vis-à-vis ici des pays européens. Et si on remonte un peu, on fouille l'histoire, on peut voir réellement la politique de Donald Trump ici avec ses offensives diplomatiques n'a rien à cacher avec la politique de James Monroe. James Monroe qui a été donc le 5e président américain. Et la politique de James Monroe à travers ici le néocolonialisme, c'est toujours un président qui s'est carrément caché derrière les intérêts du continent américain, car James Monroe dans sa politique disait que l'Amérique ne s'intéresse pas au néocolonialisme européen et les Européens aussi ne doivent pas s'intéresser par rapport à la politique américaine, la politique étrangère américaine. Et c'est pourquoi on a vu Donald Trump, il est parti au Venezuela et cueillir le président Nicolas Maduro en 5 minutes, on va le rappeler hier, sans aucune autre forme sans être inquiété, parce qu'ils disent que le Venezuela est un État américain, vous voyez, l'Amérique latine, donc c'est un territoire où on a vu l'impérialisme américain avec, qui était caractérisé par plusieurs formes. Donc là, ce n'est pas le président Nicolas Maduro que Donald Trump vise, mais plutôt Donald Trump vise les intérêts ici du sous-sol. Vous voyez, donc du Venezuela. Et c'est la même position par rapport au Groenland. Le Groenland, c'est un territoire, c'est un vaste territoire, une terre arabe qui a des ressources, donc et une position stratégique. Parce qu'avec le pôle Nord, Donald Trump veut carrément que les Chinois ou bien les Russes viennent s'installer là. Donc il est en train d'anticiper par rapport à la Chine ou la Russie. Il l'a déjà dit. Parce que déjà, nous avons vu que la guerre russo-ukrainienne, c'est une position favorable. Donald Trump, selon moi, Donald Trump ne veut pas que cette guerre-là finisse. Ils entretiennent très bien. Parce que là, si la guerre finisse, la Russie aura tous les couteaux franchis ici pour faire face de l'autre côté. Et cette guerre russo-ukrainienne a fait que, malgré que le Venezuela est un État communiste, vous voyez donc, qui a des alliances avec la Russie, cela a carrément empêché la Russie de venir aider le Venezuela. Vous voyez, et donc l'OTAN, en tant que l'organisation de traité de l'Atlantique Nord, veut donc encore anticiper toute cette position. Donc Donald Trump, il provoque. Vous voyez, on peut le considérer comme un catalyseur. Il provoque une combustion, mais ne participe jamais à la réaction. Vous voyez, donc il provoque une situation de tension, de polémique pour renvoyer les autres sur la table. Et dès que vous venez sur la table, il pose ses conditions. Il pose ses conditions. C'est un businessman. C'est un businessman qui s'est retrouvé à la tête ici des États-Unis. Donc aujourd'hui, toute sa politique, c'est une politique de protectionnisme. Il essaie de protéger les intérêts. Nous savons très bien le monde. Vous estimez qu'il n'a pas lui-même d'intérêt personnel? Parce que vous évoquez tout à l'heure le 5e président américain. Donc si aujourd'hui on met l'Amérique en avant et qu'on a nos propres convictions, ça devient quand même... Même s'il a ses propres convictions, mais toute sa politique avant tout, c'est les taxes, les droits de douane avant tout. Il gère d'abord les intérêts américains. Si toutefois il va s'enliser pour protéger ses intérêts personnels,
il y a des taxes, il y a des politiques, ou bien la justice est derrière lui, la police court forcément derrière lui. S'il se sert de son manteau de président pour gérer ses intérêts personnels, la justice américaine, après son mandat, lorsqu'il n'aura plus maintenant cette protection présidentielle, forcément il sera poursuivi. Il a eu pour une première fois, après son premier mandat, les années judiciaires. Je pense bien qu'il ne va pas répéter encore les mêmes erreurs et après son second mandat, là, pour que la justice court encore toujours derrière lui par rapport à tout ce qu'il a fait au niveau des États-Unis. Au niveau des États-Unis, mais il faut s'inquiéter, puisque au sortir d'un entretien, Donald Trump fait une annonce, Mark Rutte revient, secrétaire général de l'OTAN, qui balaie d'un revers de la main tout ce qui a été dit par Trump. Il évoque même que la souveraineté du Groenland n'a pas été évoquée avec Donald Trump. Oui, la souveraineté, évidemment, c'est pourquoi je dis que ce cadre qui est là, c'est comme si c'était uniquement conçu par lui et qui, disons, pousse les autres à y adhérer. Pour le moment, ça reste encore une annonce, comme on le disait. Ce qui reste clair, la stratégie de Donald Trump est aujourd'hui en train d'être quand même démasquée, en train d'être connue de par beaucoup d'organisations, notamment à travers le monde. Pour l'Union européenne, on dira peut-être qu'il y a encore une petite résistance. De l'autre côté, pour ce qui est de l'OTAN, parce que si Donald Trump arrive à faire passer ses désirs, cela va fragiliser davantage l'OTAN, parce que c'est un pays quand même de l'OTAN, il faut le dire. Et de toutes les façons, il y a aujourd'hui des observateurs qui disent quand même que l'OTAN, qui voient l'OTAN instrumentalisée, et surtout en associant le secrétaire général de l'OTAN à cette annonce de Donald Trump, parce que Donald Trump tente quand même le tout pour le tout de donner une légitimité multilatérale à ce qui reste aujourd'hui une initiative unilatérale américaine d'envahir ou d'aller à la conquête du Groenland par rapport à toutes ces décisions qu'il est en train de prendre, notamment aussi l'OTAN par rapport aux droits de douane. De l'autre côté, Donald Trump, il vient, il crée une crise, puis propose une issue floue qui lui permet de clamer victoire. C'est tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est sa stratégie de chasse. Et on le voit, tous les pays aujourd'hui, je ne dis pas annexés, ou tous les pays en conflit avec les États-Unis. Dans le viseur même de Trump. Dans le viseur de Donald Trump, vous allez voir, si ce n'est pas un pays riche en ressources naturelles, vous allez comprendre qu'il y a le pétrole, qu'il y a en tout cas quand même quelque chose qui intéresse les États-Unis. Alors vous allez comprendre, Donald Trump est républicain. Donald Trump, les républicains, ce sont des conservateurs. Aujourd'hui, ce sont des gens qui... Républicain avec un slogan quand même très très particulier. Très particulier, American Fest. Nous avons vu, il l'avait quand même promis. Et cela, il est en train de le faire. Il le fait de toutes les façons, de toutes les manières. Il n'hésite même pas. Et il prend des décisions. Il ne consulte pas. Enfin, pour lui, il dit qu'il est le premier président du monde. Et il est le président même du monde, dans sa tête. Parce que pour lui, il est à la tête d'un État qui s'avère, selon lui, le plus puissant, c'est-à-dire la première puissance mondiale. C'est aujourd'hui les intentions de Donald Trump. Alors c'est pourquoi il soulève à chaque fois ce bruit-là pour dire attention, c'est grâce à moi, il y a eu... en tout cas, quand il clame une victoire, il dit grâce à moi, le fait a été maîtrisé. Et aujourd'hui, il ouvre encore une nouvelle brèche vers un autre pays parce que, après tout, après le Groenland, il faut encore se poser des questions. Quelle sera la prochaine cible va être quel pays? On en a vu, on parlait du Venezuela jusqu'à un moment donné. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. Vous avez vu, les conséquences restent lourdes. Il y a eu des cas de mort ces jours-là où l'attaque des Américains, ce que cette attaque a orchestré. Nous avons vu cette cérémonie d'enterrement funéraire. Au Venezuela, ça frise quand même la frustration de ce côté-là. Et vous avez vu, la dame qui est venue, elle n'a pas sa langue dans sa poche, elle sait réellement ce qui l'attend, elle sait... Aussitôt menacée par Trump. Oui, aussitôt menacée par Trump, qui dit que les représailles vont être plus dures et plus fatales que ce qu'on a vu avec Nicolas Maduro. Une arrestation spectaculaire vue de par le monde, derrière aucune réaction. Ça en dit beaucoup long aujourd'hui sur les
désirs de Donald Trump qu'il prend pour réalité et qu'il met à chaque fois qu'il les désire, il les met à exécution. Et malheureusement aujourd'hui il tombe sur un pays qui encore résiste face à ces différentes menaces-là. Par rapport à ce cadre, il y a aujourd'hui des incertitudes sur la souveraineté et de l'idée de petite enclave. Parce qu'il faut dire que coûte que coûte, Donald Trump veut avoir une même mise sur cette autre partie du monde. Donc ce qui reste aujourd'hui, si l'OTAN se laisse faire, ça veut dire tout simplement que l'OTAN elle se fragilise. Et si elle se fragilise, ça veut dire que sa souveraineté est remise en cause. Et aujourd'hui, Donald Trump, c'est sa mission. Bien. Et sa mission, il va la réussir. Ça dépend maintenant des responsables de cette organisation. De cette organisation, comme il l'a rappelé, quand l'Amérique va mal, le reste du monde va mal. C'est de Donald Trump tout simplement qui aujourd'hui, comme l'a dit Mohamed, estime qu'il est le président du monde, dans sa tête en tout cas dans ses comportements, et qu'il peut récupérer tous les territoires comme il veut selon ses règles et ses principes. Mais la bonne nouvelle peut-être dans cette histoire est que les droits de douane brandis comme menace sont pour l'heure levés, donc l'OTAN peut souffler. En tout cas, elle est en frais pour le moment, parce que pour Trump, c'est l'OTAN qui soutient le Ground Down, c'est l'OTAN qui refuse que le Ground Down rentre dans le portefeuille des États-Unis. Même si aujourd'hui, plus loin, vous l'avez déjà détaillé, il y a quand même cette guerre géostratégique qui se profile. La Chine, il a quand même cette menace pour Trump, chinoise et russe, de récupérer ce territoire, parce que pour lui, la Chine et la Russie reste les véritables concurrents des États-Unis. Il a quand même, il est pour le moment du côté du Danemark, à Davos. Il va peut-être finir aujourd'hui. Quelles sont les déclarations qui seront faites par Trump aujourd'hui? Parce que c'est du Trump. Chaque jour, il se réveille, il crée une actualité. Et on l'a déjà dit hier, c'est le président qui, aujourd'hui, qui bouscule l'ordre mondial et qui fait que même les puissances hier qui se tapaient la poitrine sont aujourd'hui dans l'ombre, se taisent, observent. Même les grandes puissances internationales, aujourd'hui les organisations internationales, je voulais mentionner, aujourd'hui ont du mal à s'exprimer face à Trump. Trump même aujourd'hui qui remet en cause l'ONU. Qui veut créer même il a déjà fait avec la capture de Nicolas Maduro. Aujourd'hui même, il veut annoncer de nouvelles perspectives. Il est partout. Donc c'est pour vous dire que c'est du Trump, rien que du Trump. Et Trump, c'est Trump, il faut aller avec. En attendant de voir quels sont les changements géopolitiques, géostratégiques dans le monde entier, le monde est menacé et chacun doit prendre son destin en main pour éviter la trompisation du monde. Le monde n'existe pas. Il existe. La trompisation. Oui. Trompiser. Trompiser le monde. Parce que Trump, il fait ce qu'il veut. Il se réveille pour lui. C'est l'Amérique avant tout, rien que l'Amérique. Mais encore pour cet accord cadre qui est annoncé, on attendra de voir la communication, la suite de cette actualité pour savoir est-ce que effectivement l'OTAN a cédé face aux caprices de Trump. Est-ce que l'OTAN a véritablement cédé? Aujourd'hui, on va suivre encore l'évolution de l'actualité. Il a rappelé à Davos, au niveau du Danemark. Peut-être, les choses vont changer au moment. Mais pour l'instant, c'est du Trump. C'est du Trump, il faut le dire. Il est fort possible qu'il revienne encore sur sa décision. Ça dépendra de la position de l'OTAN aujourd'hui, vous l'avez dit, face à ces caprices de Donald Trump. On dirait c'est très compliqué. Et si vous avez affaire avec Donald Trump, c'est très difficile pour vous de dormir parce qu'à tout moment, vous pensez à la paix. Au même moment, il profite pour multiplier ses assauts. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui. Bon, enfin, on attendra de voir les différentes conclusions de ce mini-sommet, si je peux le dire comme ça. À Davos, en Suisse. En Suisse, pour comprendre réellement aujourd'hui ce que va décider de Donald Trump définitivement par rapport à ses droits de douane, par rapport également au Groenland. Parce que c'est ça le véritable sujet. Le véritable sujet. Merci Mohamed Lola. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Bangali Kamara. Merci Abdallah et merci à nos fidèles auditeurs et téléspectateurs. Merci Guéna Boukama.
Merci Abdallah, merci à tous ceux qui nous ont suivis et écoutés à travers nos différents canaux. Merci aux équipes techniques, à la réalisation, à la régie. Vous l'avez donc compris, c'est la fin de cette émission. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité. Pourquoi pas avec d'autres acteurs de la vie nationale et internationale. D'ici là, restez en compagnie des programmes de Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. À très vite.